de poursuites pénales de cette nature, de cette manière, dans des circonstances comme celle-là, peut quand même amener beaucoup de gens à se poser la question, est-ce que je vais remettre les pieds sur un terrain de rugby? Entre les conséquences pénales potentielles et les conséquences civiles, il y a matière à réflexion. Donc la décision que devra prendre le tribunal, me semble-t-il, sera lourde de sens et d'impact, peut-être, sur le rugby français. Est-ce que la question qui n'émerge pas de ce procès n'est-elle pas, dans l'avenir, est-ce qu'on va faire jouer des joueurs de club avec un certain niveau, avec des joueurs, entre guillemets, qui remettent parfois pour la première fois les crampons et les pieds sur un terrain d'entrée? Il y a une question d'organisation qui s'est posée depuis le départ dans cette affaire, et d'ailleurs je note que la victime elle-même et sa famille avaient initialement déposé non seulement contre mon client, mais également contre les organisateurs. Il se trouve que personne n'a cru devoir aller leur demander des comptes. La question se pose en effet entre le mélange de joueurs qui n'ont pas du tout le même niveau, la mission accordée à des arbitres qui n'en sont pas, qui ont 18 ans, qui sont de l'un des clubs qui participent. Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent, me semble-t-il, et qui n'ont pas été résolues. Les audiences sont terminées, le délibéré est en cours. Ça va être un moment difficile pour les deux jeunes, évidemment. C'est quand même un petit peu un soulagement. J'espère une chose, que cette décision sera suffisamment sage et équitable pour qu'on n'ait pas aller en appel. Je me dis que Mathias Zantin n'a peut-être pas besoin de ça. Donc il faudrait que ce soit une décision un peu de paix, de justice. C'est ce que j'espère venant du tribunal. J'ai l'impression que finalement, quelle que soit la décision qui sera rendue dans quelques jours ou dans quelques semaines, finalement tout le monde est perdant. C'est une catastrophe pour tous. Alors, évidemment, oui, évidemment. J'ai envie de vous dire quand même, c'est surtout une catastrophe pour Mathias Zantin et sa famille. Voilà, mais cette malheureuse catastrophe s'est produite il y a 2 ans. Après, nous, vous avez compris qu'on considérait que c'était des violences mais là, il y a un véritable débat sur violence volontaire ou violence volontaire. Il n'y a pas d'irresponsabilité pénale en matière sportive. Ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même une déjudiciarisation, parce qu'il y a souvent l'intervention des assurances, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de condamnation pour des violences volontaires. On considère, effectivement, on regarde tous les éléments qui ont été apportés par l'enquête, et notamment des témoignages, qui ont pu être recueillis dans le cadre de la commission de discipline, qui ont été... les personnes ont été entendues très rapidement après le fait, et tous les témoignages, encore une fois, sont concordants. Est-ce que la question de la cohabitation sur le même terrain de joueurs de club, avec un certain niveau, parfois 10 ans de rugby derrière eux, et puis des gens qui ont quand même une technique, et des enfants ou des jeunes qui mettent parfois pour la première fois les crampons en UNSS, est-ce que cette question ne se pose pas aux autorités du sport? Alors, finalement cette question peut se poser, mais on peut imaginer que justement c'est ceux qui sont entre guillemets professionnels, comme l'était le jeune Philibert, doivent précisément faire plus attention. Et la question aussi qui se pose par rapport à ça, en réalité, c'est que de l'autre côté de la barre, on vous a indiqué qu'il ne s'était probablement rien passé avant et qu'il n'y avait pas eu d'incident parce que les arbitres n'avaient pas sifflé de faute. Je crois qu'on a tous compris à l'issue de cette audience qu'en réalité il n'y a pas eu vraiment d'arbitrage, et c'est pourquoi au départ nos confrères avaient aussi déposé une plainte à l'encontre des organisateurs, parce qu'on peut imaginer que peut-être s'il y avait eu un meilleur arbitrage, on ne serait peut-être pas arrivé là. Vous avez trouvé les réquisitions suffisantes? J'ai trouvé les réquisitions suffisantes. Qui vient de s'excuser de la part de lui, il ne l'aurait pas fait, franchement ça m'aurait choqué doublement. Je m'attendais à ce qu'il s'excuse. Comme je dis, on peut peut-être excuser une partie, mais on ne pardonne rien. On ne peut jamais lui pardonner ce qu'il a fait, ce qui me fait vivre, et comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ses paroles c'est bien. Mais voilà, moi ce que je veux, c'est une vraie reconnaissance, et surtout que, comme je le dis à chaque fois, chaque jour de sa vie où il se lèvera le matin, il pense à moi, et que pendant que lui se lève d'une facilité, une aisance tout à fait normale, moi j'attends mon infirmière et je suis dans une difficulté qu'il ne peut pas imaginer. Moi ce que je veux, c'est qu'au-delà de l'excuse, qu'il ait la maturité de comprendre ce que je dis, et surtout qu'il pense à chaque fois. Ça a été un peu, je peux pas dire pathétique, ça serait irrespectueux, mais ça a été un peu facile, parce que voilà, ça fait 2 ans qu'on attend des contacts. Moi quand on me dit on a essayé, quand je vous vois vous, les journalistes qui avaient réussi à me contacter et qui ont toujours trouvé le moyen de trouver mon contact, voilà, je trouve que c'est une sorte de facilité. Il vaut mieux ça que rien du tout, que des regards juste échangés. C'est une sorte de soulagement, mais d'un autre côté, voilà, c'était quelque chose que je me doutais. Voilà, comme je dis, ce qui compte c'est la suite, et ce qui s'est passé maintenant, on va dire que c'est quand même positif. C'est quand même positif, et on essaye de tirer le positif
dans tout ça. Et là, il y a quand même des choses qui ressortent qui sont assez positives. Maintenant, advienne que pourra, on verra la décision qui est rendue, si elle est en notre faveur ou non, si elle est assez reconnaissante ou non. Et ensuite, on pourra redébattre sur ça, quoi. Alors on l'entend, vous êtes un garçon brillant, vous savez vous exprimer, vous savez vous engager aussi. Maintenant, vous avez un combat à mener, vous l'avez choisi, c'est Bien lequel? sûr. Alors brillant, moi, je dirais pas jusqu'à là, j'ai eu certaines facilités que j'essaie d'exploiter au mieux, comme je dis. Quand ça m'est arrivé, j'ai toujours dit, j'ai ma tête qui marche à 100%, je vais essayer de l'utiliser à 100%, même si c'est pas facile tous les jours. Hein. Faut pas croire que l'aisance que j'ai maintenant, je l'ai quand je suis chez moi, au fond de mon lit, écroulé, en train d'être dans cette peine. C'est pas vrai, je suis pas comme ça tout le temps à 100%. Même si comme j'ai dit, grâce à mes proches, grâce à toutes les personnes qui m'accompagnent, mon meilleur ami qui est à côté, c'est vraiment une chance que j'ai de pouvoir être accompagné comme ça, et c'est de là que je tire ma force aussi. Hein. Vous avez pu entendre mes parents qui n'étaient peut-être pas satisfaits ou qui avaient de la peine par rapport au fait qu'ils m'avaient sûrement pas élevé comme il faut, mais ça c'est plus de la réaction à chaud et de la frustration qui dit ça plutôt que la vérité, quoi. Moi je peux vous dire, je me suis jamais plaint dans ma famille, j'ai toute ma famille qui est là-bas, j'ai toujours été aimé plus que il faudrait, entre guillemets, et je me suis jamais plaint par rapport à cette situation. Quand ça nous est arrivé, c'est malheureux. Justement, moi j'ai ressenti de la peine par rapport à tout ça, parce que je voulais pas leur faire infliger tout ça, alors qu'ils avaient pu me donner tout cet amour et toutes ces opportunités qu'ils m'avaient données jusqu'à présent. Donc, comme pour revenir à la question, le combat que je mène aujourd'hui, c'est d'une part la défense des personnes en situation de handicap, parce que il faut se le dire entre nous, et c'est des faits qui sont vrais sur des statistiques. La première cause de discrimination en France, c'est le handicap. Et ça, on a tendance à très vite oublier, parce que c'est un sujet tabou, c'est un sujet qui fait peur. Dès qu'on en parle, on a l'impression qu'on va être impacté, alors que malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que je fais des sensibilisations dans les petites écoles, dans les écoles de rugby, dans les clubs de rugby, avec le 15 de France, avec tous ces personnes. Et comme je dis, plus je touche de monde, mieux c'est. Maintenant, je continuerai à faire ce que je fais, parce que j'ai vraiment la conviction que je sers à quelque chose et que les choses peuvent évoluer. Donc voilà, ma cause elle est là, donc que ce soit sur la défense des personnes à mobilité réduite ou sur les risques qu'il y a dans le sport et surtout le rugby que j'ai pratiqué pendant de nombreuses années. Je n'arrêterai pas de dire que le rugby est pour moi l'un des plus beaux sports au monde, qui peut nous apprendre des choses sur la vie et surtout nous inclure des valeurs qui sont fondamentales à la vie de tous les jours. Si je suis comme ça aussi, c'est parce que j'ai joué à ce sport. Alors c'est sûr que il m'a appris beaucoup de choses, mais il m'a aussi appris beaucoup de choses, donc je finirai sur ça, et je pense que c'est important de le dire, quoi.